Hop, on va attendre que les gens se connectent. Et je pense que d'ici 5-10 minutes, on pourra démarrer du coup. Yes. Super. Est-ce que sur le compte Twitter, vous pouvez dire que ça a démarré? Quelqu'un met un tweet? 800 Je m'en abonnés. occupe. Merci. Objectif Merci, atteint Adja. à 8h. 800 abonnés. Ah, mais les gens applaudissent, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, Ouais. il est 20h. C'est le 20h. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelle hypocrisie, sérieusement. Ah, ça m'étonnera toujours. Hein. Oh là là. C'est ouf. Hein. Clap, clap, Ça met clap. des, Ah, ça met des clap sur le live. Ah, coucou Paco. Lui, Coucou typiquement, c'est Brahim. un gars qui a été là Paco Brahim, toujours présent. depuis le début. Célim, Il voit présent. toujours les mêmes têtes. toujours C'est un présent. vrai, hein, Paco. Salut Célim. Célim, toujours présent, toujours au rendez-vous. Paco Ibrahim, c'est pareil. Jeanne Renoir. Coucou. Bonjour à tous. Ok, ça commence à venir rapidement. C'est cool. Chers amis, je suis honorée de vous annoncer que nous avons dépassé les 800 followers sur Twitter. Bravo. Félicitations. 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 Tempus Fugit. Mais cette équipe. Oh mon dieu. Le FC Tempus Fugit a encore frappé. Vous êtes partout. C'est de la folie. Tempus Fuji, ils sont toujours là, eux. On commence le live vers 8h05, les amis. Ça vous laisse le temps d'applaudir et de vous commenter si vous voulez sur le chat. L'insolence. Lui-même, il a applaudi aussi. Bien sûr. C'est bien. Big up au Grand Est. Big up au Grand Est. Mike, quand tu Dis-moi. parles, il y a un écho. Ah. Non, c'est bon. Ok. Ouais, AMC 2022. Ah, mais ça. AMC 2022, ça c'est réel. J'ai décidé, ce sera 2020. Les circonstances m'appellent de pouvoir. Alex, c'est bien avec nous ce soir. Il est déjà connecté. Si jamais, comment... Voilà. Une France réunifiée. Ah ouais. 90 spectateurs, on a déjà dépassé notre pic. Je vois pas les spectateurs sur mon 174, pour être précis. 174. Oh, Sérieux 74. Waouh. Quoi, ça où? C'est la finance de marché, ça paye toujours. Si vous Ça pouvez, fait bien, ça. oubliez pas de mettre un tweet avec le lien du live si vous pouvez. Oui, c'est déjà fait. Oui, chef. Non, sur vos comptes perso. Ah, ok. Bonjour à tous, sauf aux AST. Pas de discrimination. Et parlez bien quand même. On a justement fait un live AST la semaine dernière. Tu devrais le revoir, ça t'évitera de dire des bêtises. Oui. D'ailleurs, Alex, c'est en France ou à Boston? Pardon, il y avait une question pour moi là, non? Je suis désolé, je suis un peu... Ouais, t'as beaucoup de fans, Alex. Je t'ai demandé si t'étais en France Ah ou ouais. bien à Boston. Là, je suis précisément sur la terre charnelle des Deux-Sèvres, à Niort. Là, voilà, j'étais en train de changer ma photo de profil, les gars. Là. J'étais très concentré. Ah. On va remettre la cravate. Les fanatons. Vive le cercle. Merci à vous. Comment on intègre HEC après le bac? Ouh là là. Vive le Poitou-Charentes. Ségolène Royal. Pour répondre aux puceaux qui niquent tout, je pense que malheureusement, c'est la seule école de commerce qui en France ne permet pas l'admission post-bac. Tu peux viser toutes les autres. Ou sinon attendre 2, 3, 4, 5 ans.
On va démarrer, il est 20h06. Parfait. Yes. Alors, Super. juste pour rappel, déjà merci à tous d'être connectés et de nous suivre ce soir. Aujourd'hui, on va traiter de la finance de marché. Un petit rappel pour vous expliquer qui on est pour ceux qui nous rejoignent ce soir. How2Be, c'est une plateforme, une sorte de média qui est dédiée à aider tous les étudiants, les jeunes diplômés et autres personnes qui pourraient être intéressées par ces domaines-là dans leur orientation, qu'elle soit scolaire ou professionnelle. Donc, l'équipe ici présente est 100% à votre service, entre guillemets, pour à chaque fois trouver des sujets qui puissent vous intéresser et surtout embarquer un maximum d'audience. Donc, chaque samedi, chaque semaine, tous les samedis à 20h, l'idée, c'est de se connecter en live sur Twitch, de vous proposer un live thématique pour en savoir plus, soit sur un nouveau métier, soit sur une filière, soit sur des thématiques qui auraient été abordées dans nos DM. Donc là, aujourd'hui, on va traiter le sujet de la finance de marché. À côté de ça, How2Be, c'est une plateforme qui est en plein développement. Donc, on ambitionne également de vous sortir bientôt un site web, des articles, des podcasts. Tout ceci afin de vous aider dans votre future orientation, qu'elle soit toujours scolaire ou professionnelle. Donc, aujourd'hui, on a 3 intervenants de très, très, très haut niveau. Donc, merci à eux déjà de se connecter avec nous ce soir. Ils ont des profils et des parcours très divers. On a Alex, Ousmane et Steph. Donc, avant toute chose, avant de passer aux questions, les questions qu'on a préparées et les questions que vous pourrez leur poser par la suite dans le chat, on va d'abord les laisser se présenter. Donc, merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis Stéphane. Je pense que vous me connaissez surtout sous le nom de Royal Biceps. Donc, je fais une présentation très, très rapide. Donc, je suis passé par la case prépa, je pense, comme beaucoup d'entre nous. Ensuite, j'ai fait un master en finance en école de commerce. Puis après, j'ai eu pas mal d'expériences, que ça soit à Malte ou au Luxembourg. Au Luxembourg, j'ai travaillé chez Amundi en tant qu'analyste financier. Et ensuite, j'ai rejoint le monde de la banque d'investissement. Donc, j'ai travaillé pour la banque d'investissement du Crédit Agricole en tant que assistant sur l'ALM, donc Asset and Liabilities Management, où j'étais responsable de levée de liquidité avec des horizons de 2 à 10 ans. Et j'ai également été assistant trader Forex et Fixed Income chez Cassib. Puis là, mon travail actuel, je suis donc dans une autre banque d'investissement, donc la BNP, en tant qu'assistant trader sur les actions et les fixed income. Et en parallèle, du coup, j'ai créé ma société avec 2 autres amis, le Cercle Conseil que vous connaissez également. Voilà pour mon petit profil. Merci Steph. Juste pour remettre un peu dans le contexte, ça te fait combien d'années d'expérience dans le domaine ? Donc, du coup, si on prend tout, j'ai fait une année d'alternance, une année de césure, donc dans le cadre de mes études. Et ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que je travaille en CDI, donc à peu près, si on prend tout en cumulé, à peu près 4 ans, 3-4 ans. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alex, je te laisse te présenter. Yep, merci Steph. Donc à mon tour, Alex. Smat4 sur... enfin voilà, vous savez qui... J'ai fait pour ma part pareil que Steph. Prépa commerce, école de commerce derrière. En école de commerce, j'ai fait en pré-graduate, j'ai fait 3 expériences. La première en asset management chez Lazare à Paris, sur un fonds d'obligations convertibles. Ensuite, j'ai fait de la fusion-acquisition chez Rothschild à Paris. Et ensuite, j'ai fait un autre stage de FUSAC à Londres, chez Morgan Stanley. J'ai fait un double diplôme, enfin un deuxième diplôme. C'est un double diplôme un peu bizarre, mais c'est un deuxième diplôme avec une école américaine, au MIT, et d'ingénierie financière, de finance quantitative, lié à ce que j'avais étudié pendant mon diplôme à Boston, et qui vend des stratégies de finance quantitative et algorithmique à des consultants de patrimoine, des banques, des gestionnaires d'actifs et des particuliers. Pour moi. Merci Alex. Il y a eu quelques petits bugs pendant que tu parlais. J'espère que tout le monde a pu entendre, mais on reviendra sur ton parcours tout à l'heure
pour creuser quelques parties. J'en profite aussi pour vous demander, sachant qu'une partie de notre audience est totalement néophyte sur le sujet, et moi y compris d'ailleurs, d'utiliser des mots les plus simples possibles pour qu'on puisse vraiment comprendre toutes vos activités et qu'on puisse suivre, même si on n'est pas forcément du domaine. Ok, yep. En vrai, désolé pour les bugs, je viens de comprendre ce qui se passe, ça se connecte et déconnecte de mon téléphone. Si jamais c'était absolument pas intelligible, je peux le refaire, hein, ça me dérange pas. Mais dites-moi. Pas de souci, on reviendra dessus tout à l'heure, t'en fais pas. Ok, cool. Super. Et last but not least, Ousmane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Elia, merci beaucoup. Donc, je suis Ousmane Diouf, et donc là, mon parcours, j'ai fait les prépas, maths physique, et puis après, j'ai fait aussi la fac. J'ai fait une licence de maths pure, une maîtrise de maths appliquée, un master de maths appliquée aussi, et ensuite un autre master en coopération internationale pour la formation et l'éducation, Paris 5. Et après, j'ai fait l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, que j'ai intégré après les prépas, c'est l'ENSAE, pour faire le diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Donc voilà, avant de rentrer dans le monde du travail, où j'ai commencé à l'Organisation mondiale pour le commerce à Genève. Ensuite, j'ai rejoint la Société Générale dans un premier temps. Quant, c'est ce qui développe les modèles de simulation pour les pricers, pour les traders. Puis après, je suis passé trader, où j'avais un portefeuille sur l'euro et sur les dérivés de taux d'intérêt. Pour ceux qui sont novices, les dérivés de taux d'intérêt, c'est tout ce qui est lié au taux d'intérêt, les actifs financiers qu'on peut acheter à terme pour les revendre ou pour en tout cas se couvrir par rapport à d'éventuelles variations. Donc ça, je l'ai fait à la Défense ici, Général, puis à la City à Londres. Et après, j'ai été débauché par Dexia Bruxelles pour continuer à faire la même chose. Et de Dexia Bruxelles, on a monté un hedge fund qui s'est plus ou moins cassé la gueule pendant la crise financière. Et c'était une belle expérience quand même. On a perdu beaucoup d'argent, on a gagné beaucoup d'expérience. Et après, j'ai rejoint les Nations Unies pour travailler dans tous les aspects coûts, financement. Et là, je suis d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et mon travail consiste composé de 3 parties. Donc, une première partie. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense qu'il y a un bug là. C'est un peu, Non, ça va. saccadé, mais voilà. Ça va. Ok, la première partie consiste à de l'assistance technique aux pays membres des Nations Unies, 195 pays, où je couvre à peu près, on va dire, le monde entier. Par exemple, sur les 5, 6, 10 dernières années, j'ai fait presque 200 missions en Afrique, en Asie, Amérique, dans les pays du Golfe et dans le Moyen-Orient. Et là, il s'agit d'assister les pays à développer des plans stratégiques pour la mise en œuvre de politiques qu'ils ont et de regarder combien ça va leur coûter, quels sont les résultats qui sont attendus et quel impact ou retombée ça aura sur la population. Et de l'autre côté, les aider à gérer le financement nécessaire de la part des partenaires au développement technique et financier qui sont généralement les organisations bilatérales et multilatérales. Et regarder aussi dans la partie finances publiques combien ils peuvent tirer de leur politique fiscale sur le cadrage macroéconomique qu'ils ont dans le pays, c'est-à-dire l'activité économique qu'ils développent à travers leur ministère de Finances. Et après, regarder aussi dans le secteur privé combien ils lever pour financer leur stratégie de développement. Et la deuxième partie consiste à faire de la recherche sur les problèmes contemporains, si on peut l'appeler comme ça, de la jeunesse à l'éducation, tout ce qui peut avoir un impact plus tard pour les décisions politiques dans les pays et surtout orienter la décision des pays, les directions qu'ils doivent prendre, que ce soit pour l'éducation, les comptes, par exemple, la formation professionnelle et technique, faire l'adéquation, la conformité entre les métiers et les secteurs porteurs de développement économique qu'ils ont. Et la dernière partie, c'est l'enseignement. L'Institut des Nations Unies qui fait un master de gestion en planification où j'enseigne 5 matières, je pense. La première, c'est les statistiques qui sont plus liées à ce qui est suivi évaluation. Et la deuxième matière que j'enseigne, c'est les projections et modèles de simulation qui permettent un peu de regarder le coût des plans stratégiques
en fonction des stratégies de développement et des résultats attendus des pays pour voir combien ils doivent dépenser et comment ils doivent trouver le financement nécessaire à partir des ressources extérieures, des ressources intérieures et du secteur privé. Et la troisième matière que j'enseigne, c'est le plan stratégique, c'est-à-dire comment on développe un plan stratégique, comment on le met en œuvre avec des plans d'action au budget, s'assurer qu'il est planifié et mis en œuvre à travers le budget de l'État, qui est le seul moyen de mise en œuvre des politiques publiques. Voilà. Et la quatrième matière, c'est budget et gestion financière que je coordonne en même temps, qui consiste à apprendre comment on développe le budget, comment il est programmé, quelles sont les sources et quel impact ça peut avoir sur le public. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais à l'UNESCO plus particulièrement. Et parallèlement, j'enseigne Clermont-Ferrand, master de gestion politique économique, qui a été mis en place par le Japon, la France et la Banque mondiale, et plus les fonctionnaires des ministères d'économie et de finances. Donc, j'enseigne là-bas aussi l'économie. Et j'enseigne aussi à Paris 5, au master de coopération internationale et d'éducation. Voilà. Et puis après, l'autre chose que j'ai fait avant ça, c'était à Paris en 2002 à presque 2008, où j'ai enseigné un peu les techniques quantitatives de gestion de planification, la recherche opérationnelle, les mathématiques et statistiques. Ah oui, donc beaucoup d'expérience. Là, en fait, je suis impressionnée en même temps. Je n'osais pas t'interrompre parce que c'est quand même super intéressant. Ce que je retiens, c'est qu'actuellement, tu es donc économiste statisticien au sein de l'UNESCO et tu aides des pays, notamment africains, dans l'assainissement de leurs finances publiques et le développement économique du pays. Et en parallèle, à côté de toutes ces activités, tu trouves quand même le temps d'avoir des activités autour de l'enseignement, que ce soit au niveau des matières type mathématiques, statistiques, mais également autour de la finance. Est-ce que j'ai bien résumé ? C'est exactement ça, sauf que les pays, ce n'est pas en général que l'Afrique, donc ce sont les pays membres des Nations Unies. Donc, par exemple, pour donner un ordre d'idée, j'ai travaillé avec Dubaï, Pakistan, Cambodge, Laos, Kenya, voilà, ça balaye au Jordanie. Donc, c'est presque, notre mandat, il est global. Donc, on fait des missions sur la quête des pays et on couvre l'Afrique, l'Amérique, les pays du Golfe, le Moyen-Orient et voilà. Ok, je comprends mieux. Alors, juste pour répondre aux questions sur le chat en parallèle, donc effectivement, Ousmane a énormément d'expérience, c'est normal parce qu'il ne sort pas tout juste d'école, comme vous avez pu vous en douter. Et il a une longue carrière également qui lui permet aussi de creuser énormément d'aspects très différents et de mettre à profit toute l'expertise financière et mathématique qu'il a pu acquérir avant au service des pays qu'il aide dans leur développement. Voilà, c'était le petit aparté parce que je vois défiler les questions en parallèle. En tout cas, alors juste avant d'entamer les questions plus précises pour chacun de vous trois, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui sont avec nous actuellement parce que vous êtes plus de 350, c'est quand même assez exceptionnel, donc merci beaucoup de vous être connectés. On espère que la thématique vous plaît et qu'on va pouvoir répondre à vos questions juste après. Alors, première question qu'on avait notée, vraiment pour partir sur les bases et que tout le monde puisse comprendre, avec des mots très simples, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste aujourd'hui votre job ? Donc, Ousmane, tu as déjà bien détaillé cette partie-là. Est-ce que, Steph, tu pourrais expliquer ton rôle aujourd'hui, ton poste ? Avec plaisir. Donc, mon poste consiste en quoi actuellement ? Je suis donc assistant trader sur les fixed income et les equities. Et le desk sur lequel je travaille, ça s'appelle le Securities Lending. En français, le prêt emprunt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, nous avons des clients, donc des investisseurs institutionnels. Donc, ça peut être des caisses de retraite, des sociétés de gestion, bref, toutes les sociétés auxquelles des particuliers comme vous et moi, vous allez prêter votre capital. Et donc, ces sociétés vont mettre à disposition
tous leurs fonds, et nous allons utiliser donc ces actifs pour les prêter sur les marchés financiers. Donc, nous allons les prêter aux banques d'investissement qui sont demandeurs, donc de tête BNP, Société Générale, Natixis, Barclays, JP Morgan, Goldman Sachs, et nous allons les prêter donc des actions, donc ce qu'on appelle des equities, et des fixed income, donc ce qu'on appelle des obligations, donc de la dette. Et donc, mon métier s'articule autour de cela. J'ai beaucoup de relations donc avec les traders des différentes banques et également du coup avec les clients qui nous prêtent ces titres. Et donc, mon métier, c'est ça, c'est de prêter des titres sur les marchés financiers. Et donc, plus je prête des titres aux contreparties, plus je gagne de l'argent et plus mon client gagne également de l'argent. Tout simplement. Ok, donc très orienté trading autour de ces titres. D'accord. Tout à fait, oui. Alex, pour compléter, donc tu as eu plusieurs expériences auparavant. Là, aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu dirais que tes expériences précédentes sont similaires à ce que tu fais ou est-ce que c'est totalement différent et tu as pu bénéficier de ces expériences pour développer une autre activité? Alors, deux questions en une. Pour la première, c'est une expérience, celle que j'ai actuellement, qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait précédemment. Et pour la seconde, ce que j'ai fait précédemment m'a naturellement bien aidé à me sentir à l'aise dans ce que je fais aujourd'hui et à me donner quelques avantages parfois. Si je peux résumer vulgairement le job d'un entrepreneur que je suis, enfin ce que je fais, ça se rapproche en fait plus très souvent du fonctionnaire vendeur d'automobile que de ce que vient de décrire Steph en finance de marché, trading, sales, etc. Et donc c'est un métier extrêmement c'est énormément de vente en fait. Quand vous êtes chef de start-up, co-founder de start-up, vous êtes plus dans le charme, la séduction et la persuasion de tous les acteurs qui gravitent autour de votre start-up, qui sont les investisseurs, les clients, les partenaires, les advisors, les membres de votre conseil d'administration, que plus ça à l'arrivée que de la finance pure sur le produit. Parce qu'on a un produit de finance qu'on vend, mais évidemment, je réponds assez bien à la question. On t'entendait plus trop vers la fin, Alex? Oui. Merde. Désolé pour mes problèmes de connectique. Si je peux reprendre, je disais que, en fait, je suis entrepreneur et je vends un produit qui est un produit de finance, qui est la finance quantitative et algorithmique. Et ce produit, on le vend à plusieurs catégories de clients. Mais à l'arrivée, une fois que le produit est conçu en tant qu'entrepreneur et en tant que cofondateur d'une startup, l'essentiel de votre temps et de votre travail est concentré en fait sur de la vente. Et c'est en ça que je me rapproche plus de la boulangère ou du politicien que du trader en salle de marché. Et donc je dois interagir avec tout type d'acteurs, des fonds de venture capital, des potentiels clients, des membres qui sont advisors de la société, des personnes du milieu académique pour valider notre produit. Et en fait, c'est plus à l'arrivée qu'en tant qu'entrepreneur, et c'est pareil à mon avis dans toutes les boîtes, quel que soit le secteur et quelle que soit l'essence de votre produit, vous en arrivez à faire plus de la vente et de la séduction et de la persuasion que du travail technique sur un produit très particulier. Ah oui, ok. Donc en fait, tes expériences précédentes t'ont permis de mieux comprendre et mieux appréhender ton produit, mais aujourd'hui, l'essentiel de ton activité n'a que très peu de choses à voir finalement avec ce que tu faisais avant. C'est parfaitement résumé. J'aurais pas dit mieux. Parfait. Si on revient un peu sur le cœur de notre thématique aujourd'hui, donc sur la finance de marché, il y a eu beaucoup de questions en parallèle sur le chat pendant que vous vous présentiez, notamment sur les parcours types. Donc, ce que vous avez mentionné en début de présentation, c'est que tous les trois, vous étiez passés par des classes prépa. Tous les trois, vous étiez passés par des grandes écoles, qu'elles soient écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs. Est-ce que vous pensez que c'est le seul parcours possible ou un autre parcours un peu plus alternatif est également envisageable? Pour répondre à cette question, bon, même si je dis très souvent que je suis vieux, mais on va dire qu'à l'époque, donc en 2012, lorsque je suis passé par la classe prépa,
l'horizon académique était quelque peu différent de celui qui est aujourd'hui. Donc auparavant, effectivement, la classe préparatoire était fortement recommandée pour pouvoir faire une école de commerce et ensuite pour pouvoir entrer sur le marché en tant que trader ou en tant que sales, en tant que métier qui concerne les finances de marché. Aujourd'hui, quand même, il existe beaucoup plus d'alternatives. J'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas passés forcément par une case préparatoire, qui ont fait une licence et qui ensuite ont fait les concours parallèles, ce qu'on appelle les admissions sur titre, si je m'abuse, et qui ont intégré du coup une école de commerce, ou d'autres qui ont un parcours en université, que ce soit à Dauphine, à Sorbonne, et qui sont aujourd'hui, qui occupent les mêmes postes que nous. Donc, il n'y a pas forcément un parcours type pour pouvoir atteindre un objectif comme c'était le cas auparavant. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire une carrière en finance et je pense qu'il faudrait pas les occulter. Pour ma part, Okay, si je peux rajouter un peu une petite couche là-dessus sur ce que vient de dire Steph. J'approuve 1000 fois ce qu'il vient de dire et je dirais même que, il faut que les auditeurs soient très conscients, surtout que je pense que la plupart, vous avez moins de 21, 22 ans, vous êtes plutôt en L1, L2, voire en pré-bac. Ce qu'il faut savoir à propos de la finance, fondamentalement, c'est que c'est un mot valise qui regroupe 10 000 métiers différents et que nécessairement, il y a 10 000 formations différentes qui peuvent amener à ces métiers. Et il y a même avec une seule formation, 1000 métiers possibles qui s'ouvrent à vous. Si vous voulez faire un panorama rapide du monde de la finance, bon là on est sur la finance de marché, mais déjà il faudrait désagréger la finance de marché d'un côté et la finance d'entreprise de l'autre. Et après, même dans chacun de ces deux paniers, vous avez 10 verticales et vous avez de la finance qui se résume à l'arrivée à du conseil, vous avez de la finance qui à l'arrivée se résume à des maths, vous avez de la finance qui à l'arrivée se résume à de la vente. Et dans une seule carrière, vous pouvez même avoir 10 carrières. En témoigne notamment Ousmane qui est ici et qui a fait plein de métiers différents dans une même vie avec la même formation. Voilà, je pense que c'est la leçon à retenir principale au sujet de la finance. Tout à fait. Voilà. Et merci. Je vais juste rajouter quelques points. Donc, comme on a une audience qui est plutôt maintenant à l'âge de s'orienter ou de voir où est-ce qu'ils vont aller, je pense que je vais aller plus loin tout au départ. Donc, déjà, prépa, ça ne veut rien dire. C'est vrai qu'en France, il y a un système d'élitisme qui est créé où on filtre après pour que certaines passent en prépa accéder aux grandes écoles. Mais la finalité, c'est les grandes écoles ou l'université. Les grandes écoles, on peut y accéder sans faire une prépa. Il y a des admissions sur titre, comme on l'a déjà dit le précédent intervenant. Et il y en a qui viennent, qui sont admis sur titre simplement, qui ne font même pas le concours. Donc au prépa, on vous prépare juste et puis ça ouvre panoplie d'écoles d'ingénieurs. Et d'ailleurs, vous n'allez pas forcément avoir l'école que vous souhaitez parce qu'il faut bien se classer pour faire des choix. Maintenant, quand on arrive en finance de marché, il y a ce qu'on appelle les salles de marché qui existent dans les banques. Il y a plusieurs métiers comme les précédents aussi l'ont dit. Et ces métiers, il faut les comprendre. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui trader, mais trader, en gros, c'est ce qu'on appelle market maker. C'est ceux qui font le marché. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont en fonction de la géopolitique, des problèmes économiques que les banques centrales des pays développés donnent comme information. Ils fixent les prix des produits financiers qui sont définis. Et ces produits, on les vend et on les achète. Pour les vendre et les acheter, les market makers ou traders ont la possibilité de le faire en ligne avec les banques contreparties à travers les systèmes qu'ils ont. Mais aussi, il y a l'autre métier de sales. Et ces sales, en général, ils sont aussi dans la banque, c'est un autre desk, qui vendent les produits qui sont développés par les traders ou les market makers. Donc, en général, eux, pour faire une opération, ils sont obligés de passer par le trader qui leur donne un prix. Donc, eux, à ce prix-là, ils vont mettre une marge. Et en général, tous les produits que vous allez voir dans ces marchés, il y a un bid et un ask, c'est-à-dire un prix d'achat et un prix de vente. C'est la règle. On ne peut pas juste donner un prix et il y a un spread qui est fixé. Et quand le sales le prend, il met à la marge, à la vente ou à l'achat, il peut augmenter ou baisser le prix pour acheter ou le vendre. Et en général, avant, ceux qui faisaient les écoles de commerce avaient accès au desk de trading et faisaient surtout sales, vente. Et après 2002, quand les écoles d'ingénieurs ont intégré le truc, ils étaient plus dans le métier de market maker. Ce qui fait qu'en gros, aujourd'hui, c'est plus pas forcément ceux qui sont dans des écoles d'ingénieurs, ceux qui ont fait des parcours
maths, finance, qui est plus scientifique, calcul et autres, sont orientés vers le métier de trader. Et tout ce qui est école de commerce, tout qui avait avant la possibilité d'être trader, on le voit dans l'ancienne génération, il y a beaucoup de personnes qui ont fait école de commerce et tout, qui sont aussi traders, mais étaient plus des sales. Après, ce n'est pas tout forcément ceux qui viennent des grandes écoles. Il y a des universitaires, parce que aussi, il faut le savoir, ce n'est pas que les meilleurs qui sont dans les... Tous les meilleurs ne sont pas dans les grandes écoles. Parce que les grandes écoles, c'est des concours. J'en ai trouvé des beaucoup moins bons, qui le jour du concours, c'était leur chance. Ils ont bien cartonné, ils ont réussi, qui ont doublé, qui ont cartouché dans ces grandes écoles. Alors qu'on voit aussi des très bons, ce n'était pas leur jour, ils n'ont pas eu la chance d'aller dans ces grandes écoles. Ils sont allés à l'université, ils font un parcours très honorable, qui sont très bons, et on leur donne la chance d'avoir un entretien, et ils décrochent tout. Donc, il y a eu comme vous l'avez bien entendu, le célèbre trader Jérôme Kerviel venait de la fac. Après, c'est très élitisme à l'intérieur, parce qu'on va dire NSAE, Polytechnique, Centrale, Mine et tout ça. Ça, c'est un peu le côté pervers. Alors, quand on compare à l'international, comme en Angleterre, j'ai eu des traders qui n'ont même pas eu le bac. J'en ai rencontré un qui était un collègue. Il avait fait Oxford, et puis après, ça l'a un peu embêté. Il est parti faire ses voyages dans le monde. Il est revenu, et c'était une superstar. Il était dans le desk, il développait des logiciels, il était très bon en informatique, des pricers, et il pouvait vendre et tout. Et à Paris, comme on travaillait ensemble, c'était Société Générale, la cité à Londres et ici, et les Français se disaient, lui, en tant que Français, n'aurait jamais eu la chance de faire ce qu'il fait. Et pourtant, dans le métier, il était très, très bon. Voilà. Maintenant, quand on revient sur ce contexte-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tous travailler dans la finance de marché, peu importe si vous avez fait une fac ou une école de commerce ou une école d'ingénieur. Le plus important, c'est de choisir ces filières. Aller vers des filières finance, machin, qui sont plus ou moins scientifiques, vous augmentez plus de chances, quels que soient les métiers qui existent. Après, si vous êtes plus dans des filières littéraires et tout, moi, je pense qu'il y a d'autres métiers qui sont prédestinés, mais vous n'aurez pas de grandes chances pour travailler dans la finance, parce qu'il faut le voir, c'est scientifique, il y a beaucoup de maths à l'intérieur. Et ce qui a un peu changé le monde et qui a en partie aussi amené la crise de 2008, hormis les problèmes de subprime, c'est qu'en 2002, les gens ça avait beaucoup changé. Ils ont intégré beaucoup de jeunes ingénieurs qui étaient très forts, qui développaient des modèles très sophistiqués pour modéliser le marché. Quand une bombe explosait en Afghanistan, les gens pouvaient tout de suite anticiper sur l'impact que ça aura sur le pétrole, les marchés de devises, les champs et les taux d'intérêt et la réaction des banques centrales plus tard. Et tout de suite, on anticipait sur ce qui va se passer dans l'économie dans 1 mois, 2 mois. Et ça faisait varier les marchés comme ce n'est pas possible. 2011, quand les tours des World Trade Center ont été frappés par les avions, les marchés ont fait un pic. Quand le premier avion a tapé, les marchés ont décalé de presque, personne n'a rien compris. Ils ont dit que c'était un accident, c'est revenu à la baisse. Le deuxième avion a tapé, ils ont compris que c'était des terroristes et le marché est parti, il n'est jamais revenu. Et tout ça, c'était modélisé par des jeunes ingénieurs qui sont très forts, qui connaissent les aspects scientifiques et techniques. Mais malheureusement, tout n'est pas modélisable dans ces marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est un flux d'informations qui arrive, Bloomberg, Reuters, tous ces médias, ces trucs. Ce qui se passe à Bombay, en Afghanistan ou à Dubaï est repliqué directement sur toutes les grandes places financières. Donc, tous ces modèles ne marchaient pas, ce qui fait que quand vous modélisez, vous avez un portefeuille, on vous dit qu'il n'y a pas de risque. Risque zéro, ça veut dire que votre sensibilité du portefeuille est égale à zéro. Que les marchés bougent, baissent ou augmentent, ça ne vous impacte pas. Et là, comme c'était des jeunes traders qui arrivaient, et les modèles derrière, on le faisait avec des hypothèses qui n'existaient pas. Et par exemple, dériver ou utiliser une dérivée à l'ordre 4 ou 5, alors que la fonction n'est pas dérivable à un premier, crée forcément des imperfections dans la plupart de ces portefeuilles. Ce qui fait que beaucoup de banques ont perdu de l'argent sans comprendre comment ça se passait. Il y a un exemple concret, le CIC, ils avaient un portefeuille et ce portefeuille perdait de l'argent tous les jours alors que la sensibilité était zéro. Ça n'était pas censé perdre, quels que soient les mouvements de marché. À la fin, Ousmane, excuse-moi de t'interrompre. Je pensais plutôt garder cette question pour la fin, notamment sur l'actualité avec le Covid et faire une rétrospective sur la crise de 2008. Parfait, alors. Mais je voulais juste revenir sur ce que tu as dit. C'était hyper intéressant. À un moment donné, tu disais que
Effectivement, il y a énormément de choses qu'il est possible de faire dans le domaine de la finance de marché. Les possibilités sont très larges. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur le métier de trader ou market maker, vous avez tous les trois mentionné que quasiment tous les parcours étaient possibles, que ce soit des parcours ingé, des parcours commerce, des parcours fac, avec éventuellement, bien sûr, plus de chances sur des profils scientifiques type mathématiques. Est-ce que vous diriez dans ce cas que ce n'est pas forcément le parcours qui fait la carrière, mais les expériences, notamment les bons stages? Est-ce que vous pensez qu'il y a des bons stages, des bonnes expériences à décrocher pour pouvoir devenir trader? Pour répondre à cette question, forcément, il y a des stages qui seront beaucoup plus intéressants à faire valoir que d'autres. Surtout que nous sommes dans un univers où les entreprises, donc les banques ou les autres sociétés institutionnelles, financières, lorsqu'ils font des recrutements, ils ont des filtres, donc ils mettent en avant certains postes. Si vous n'avez pas fait forcément ce poste, peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de passer le filtre pour avoir l'entretien. Donc effectivement, il y a des postes qui sont mieux valorisés que d'autres. Néanmoins, si vous avez des bons contacts, si vous participez à des événements, notamment à Paris, j'ai quelques collègues qui se sont fait des contacts ainsi. Ils ont participé à des conférences, ils ont discuté avec d'autres personnels qui travaillaient dans le monde de la finance et le contact a été plus que correct. Et il a passé son CV et il a pu décrocher un stage. Et également même une offre de CDI ou de CDD. Donc effectivement, il y a le parcours, comme on a dit précédemment, le parcours entre guillemets typique. Donc il y a le stage, le bon stage qui vous permet d'avoir une offre en CDI. Et il y a d'autres parcours qui sont un peu plus atypiques où vous allez chercher, vous allez sur le terrain pour essayer d'avoir une opportunité. Ok, Alex, si tu pouvais compléter, est-ce que tu penses la même chose? Et d'autant plus dans ton cas à toi, puisque tu es parti à l'étranger, est-ce que tu dirais que pour devenir trader ou market maker, les possibilités sont plus larges, notamment aux États-Unis? Alors aux États-Unis, si je ne parle que des États-Unis, c'est vraiment le cas typique d'un pays où les possibilités, et c'est pas qu'un cliché, sont infinies et vous vous retrouvez sur un floor avec des gens qui ont fait 10 personnes, 10 parcours différents. Certains auront fait un doctorat, certains auront fait un master, certains auront fait simplement une licence. Je parle en équivalent américain, évidemment. Donc aux États-Unis, la réponse est très facile. Vous pouvez faire n'importe quoi avec n'importe quel diplôme. D'accord. En France, c'est différent, mais... Et je pourrais même extrapoler en disant dans les pays anglophones. Même en Angleterre, on peut retrouver également cette même caractéristique. Et en Australie aussi, enfin en tout cas en Australie et à Hong Kong, il y a pas mal de personnes qui ont fait des licences et qui arrivent à travailler donc sur des métiers où en France on demanderait un bac+5, on demanderait des expériences bien précises pour pouvoir travailler là-dedans, quoi. D'accord, donc c'est les stages dans ce cas qui font les opportunités, pas uniquement les diplômes. Dans les pays anglophones, la personnalité aussi également, la personnalité et les expériences précédentes. C'est comment tu arrives à te vendre, comment tu arrives à montrer que tu peux être un bon élément pour l'équipe. Effectivement, oui, tu as beaucoup plus de possibilités de pouvoir faire carrière en finance tout en ayant un parcours qui ne soit pas forcément financier dans un pays anglophone que dans un pays francophone. D'accord. Voilà, je vais juste rajouter une chose. Je pense qu'il faut opposer le monde anglophone et le monde francophone, surtout français, hein, parce qu'ici on est trop système prépa, grande école, ingénieur. C'est-à-dire que si vous faites une grande école ici, c'est même mieux valorisé qu'un doctorat, ou vous pouvez dire. Alors que le système anglophone ne connaît pas ça. C'est l'université qu'ils connaissent. C'est-à-dire que vous allez partir, c'est des diplômes universitaires. Donc à la fin, c'est ce qui est demandé. Maintenant, le stage n'est pas plus déterminant qu'un diplôme, une filière. Pour faire, de toute façon, pour travailler dans une salle de marché, de back-office à front-office, vous êtes obligé d'avoir un diplôme qui est lié à ça. Parce que d'abord, on regarde un CV, déjà avant même de vous convoquer à un stage ou un entretien d'embauche. Après, les stages peuvent donner des avantages comparatifs parce que vous avez plus d'expérience que quelqu'un d'autre. Moi, je partage mon parcours. Je n'ai jamais déposé mon CV pour chercher du travail parce que quand je sortais, j'avais déjà un travail qui était lié à presque une demande de la banque pour les juniors entreprises. Je travaille déjà avec la banque et puis à la fin, j'ai été intégré tout de suite parce que j'avais capitalisé sur une expérience et autres.
Maintenant, il y en a qui sortent avec un très bon diplôme, un très bon niveau. Forcément, la première étape, c'est commencer par stage, c'est les échelons. Mais le stage n'est pas plus déterminant parce que le stage, pour le décrocher, il faut un CV qui est une échelon nécessaire. Maintenant, dans les pays anglophones, ce n'est pas aussi strict. C'est-à-dire qu'on vous demandera ce que vous savez faire. Et l'anecdote pour terminer, c'est que quand vous cherchez du boulot en France, on vous dit quel diplôme vous avez. Quand vous cherchez du travail dans les pays anglophones, on cherche à savoir ce que vous savez faire. Ok, voilà. Et alors justement, pour compléter ce qui vient d'être dit, pour des personnes qui souhaiteraient intégrer le domaine de la finance de marché, mais qui n'auraient pas le bon diplôme ou les bonnes expériences précédentes, quel conseil vous donneriez pour quelqu'un qui veut changer de filière? Non, mais moi, ce que je vais dire très rapidement avant de laisser à mes collègues, c'est que vous êtes là pour choisir le métier. Faites aujourd'hui les filières qui sont requises. Si vous allez faire une filière de langue ou de littérature, vous n'allez jamais accéder au monde de finance de marché, quel que soit ce que les gens peuvent dire. On peut dire que les transformations, il y a des trucs équivalents et tout, ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous y êtes là actuellement, faites-le. Maintenant, même dans ces diplômes de finance que vous faites, il y en a qui vont vous permettre d'accéder à un back-office, d'autres qui vont vous permettre d'accéder à un front-office et d'autres vous permettre d'accéder à un middle-office. Ce qui est demandé n'est pas pareil. Ou d'accéder à une agence bancaire, Crédit Lyonnais ou à la Société Générale dans le quartier. Et je pense que c'est ce qu'il faut regarder pour aller plus loin. Justement, Ousmane, est-ce que quelqu'un, un de vous trois, pourrait rapidement expliquer pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la différence entre le back, middle et front office? Voilà. En général, sans rentrer dans les produits que les gens traitent, le back office, c'est ceux qui sont dans les bureaux derrière, confirmer les paiements et les réceptions. Par exemple, quand je fais moi un deal en tant que trader dans un marché avec une contrepartie, disons, paiement, un produit dérivé de taux, un FRA par exemple, c'est Forward Rate Agreement, c'est-à-dire qu'on s'engage dans 3 mois à acheter de l'euro à un certain taux qui est assuré aujourd'hui. Quels que soient les taux qui vont bouger, ça me permet de me couvrir. Là aussi, il faut expliquer peut-être un principe très simple. Quand on fait du trading, il y avait normalement 2 objectifs. Objectif de spéculer, c'est-à-dire spéculer, anticiper ce qui va se passer, acheter ou vendre un produit pour gagner de l'argent. Et un objectif de couverture. Par exemple, Renault qui est au Japon, quand il fait deal ou quand il doit investir 250 millions de yens, par exemple, comme il y a un taux de change, il a besoin de le couvrir maintenant. Donc, il va aller dans le marché et dire j'achète des yens dans l'horizon de là où je vais faire mon deal, prix d'aujourd'hui, comme ça je ne suis pas soumis aux variations de marché. Donc c'était ça. Et quand ce deal il est fait avec une banque contrepartie. Donc ce deal a une maturité, il y a des versements à faire et il y a à un moment donné des échéances à respecter contre des pénalités. Et donc le métier du back office, c'est déjà de valider tous ces paiements, par exemple, de suivre est-ce que la banque a versé son paiement, elle a reçu, suivre le produit quand c'est fait. Et le métier de middle office, c'est presque ceux qui travaillent directement, qui font le lien entre le back et le front office. Eux, ils prennent tous les deals que le trader fait, ça sort à la main rapidement. Et le middle office le prend pour le mettre dans le système et puis ensuite regarder la valorisation des portefeuilles pour, à la fin de journée, ce que les traders ont fait et avec le logiciel qu'ils ont, quel est le PNL, combien on a perdu, on a gagné. Bien entendu, le front aussi, les traders le suivent quand ils portefeuille. Et le front office maintenant, qui sont devant, qui vendent les produits, qui ont la contrepartie externe, qui font les produits et les vendent, achètent. Voilà, donc en résumé, c'est ça. Ok, merci beaucoup Ousmane. Je regarde l'heure en parallèle, il est déjà 20h45. Pour que vous puissiez dans le chat également poser vos questions, on va arrêter les questions qu'on avait déjà prévues et on va vous laisser intervenir et questions petit à petit. Donc là, on termine les questions déjà rédigées et on va prendre les questions du chat. Donc, je vais démarrer par une première question. Donc, plutôt pour Steph cette fois-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément les missions d'un analyste financier et les différences entre IB, AM lorsqu'on occupe ce rôle, s'il te plaît? Donc,
Tu veux que je fasse la différence entre une banque d'investissement et une société de gestion, si j'ai bien compris. Oui, C'est ça. j'ai lu la question telle quelle. D'accord. Donc, c'est deux sociétés complètement différentes. Donc, la banque d'investissement n'est pas directement en contact avec le particulier. La banque d'investissement est en contact avec la société de gestion. Donc, mon poste actuel, par exemple, comme je l'expliquais un peu plus haut, les sociétés de gestion vont mettre à disposition des fonds et nous allons les utiliser pour pouvoir traiter sur les marchés financiers. Une société de gestion a recours à ce qu'on appelle de l'épargne. Ce qui veut dire que le particulier comme vous et moi, vous allez voir une société de gestion, vous allez déposer votre épargne et la société de gestion va gérer donc, votre épargne en fonction de la stratégie que vous voulez. Une stratégie risquée, une stratégie entre guillemets sage et une stratégie un peu plus modérée. Et donc du coup, en fonction de la stratégie que vous allez opérer, la société de gestion, elle va investir avec des contreparties, elle va adopter une stratégie un peu plus risquée, comme j'ai dit précédemment. Alors qu'une banque d'investissement, eux, ils vont soit faire du trading, soit faire du financement, donc des opérations de fusion-acquisition, des opérations de leverage, donc des LBO, des IPO et tout ce que j'en passe. Mais c'est deux entités complètement différentes. Ok, merci pour les précisions. Une autre question pour Alex cette fois. Pour entrer en banque en Amérique du Nord avec un profil plutôt tech, est-ce qu'il vaut mieux viser le CFA ou bien MSI en finance ou analytics? Alors question, je suppose je présume d'un Français qui a fait ses études en France, parce que sinon deux réponses différentes si t'es français ou américain. Si t'es français, fais les deux, fais les deux qui sont pas contradictoires ni intellectuellement ni en termes de charge de travail. C'est sûr si tu fais un MSI finance, les thèmes se recoupent. Et je t'invite vraiment à faire les deux. Si t'es américain, et je pense que c'est pas ton cas, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont français qui font des bachelors aux States. Si t'es américain, le CFA, il est extrêmement prisé et c'est une norme dont il est difficile de se priver si tu veux faire de la finance des marchés. Est-ce que c'est le CFA level 1, 2, 3 ou bien seulement le niveau 1? Ami, on n'a pas entendu la fin de ta question. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? Alex a dit que le CFA était extrêmement prisé. Est-ce que c'est le CFA arrivé au niveau 3 ou bien simplement le niveau 1? Toujours pas. Tu nous entends? Vous ne m'entendez pas? Allô? On n'entend pas la fin de ta question, Ami. Est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Ouais, c'est bon là. Ok, je demandais à Alex qui a dit que le CFA était extrêmement prisé aux États-Unis. Est-ce que c'est le CFA niveau 3 ou bien simplement le niveau 1? J'aurais tendance à dire le niveau 3. Le niveau 1, c'est un certificat. Un certificat, non, c'est pas un certificat, c'est un examen qui est mis dont la réussite est possible par absolument tout le monde, donc il n'a pas beaucoup de valeur. Le 2, il y a un vrai fossé entre le 1 et le 2. Et ensuite, le 3 est un peu plus difficile, mais c'est 2 ou 3. 3 de préférence. Le 1, CFA level 1, je le vois très rarement. Je le vois très rarement sur les LinkedIn, je le vois très rarement dans les profils mis en avant. Okay, Steph, t'as peut-être une autre idée? Non, je suis d'accord avec toi. Le CFA 1, il est pas un game changer, comme on dit. Mais effectivement, c'est vrai que le CFA 3, il fait complètement la différence. Ok, on passe à une autre question. De toute façon, il y a énormément de chat. On va essayer de traiter un maximum. N'hésitez pas à être hyper concis. Alors, une question pour Ousmane. Quelle est l'influence du niveau en maths en finance? Une personne qui sort d'ULM à un niveau stratosphérique, quel est le métier à éviter, car réservé aux cracks en maths? Est-ce que j'ai pas bien entendu toute la question? Est-ce que tu peux répéter, Adja, s'il te plaît? Alors, la question était quelle est l'influence du niveau en maths en finance? Par exemple, une personne qui sort d'ULM aujourd'hui, elle a un gros niveau en finance. Quel est le métier qu'il faut éviter parce que réservé justement à ce type de... Voilà, non, je pense qu'il n'y a pas de métier à éviter parce que dès l'instant que vous êtes recruté,
que vous venez d'Ulm, de l'ENSA, de Poly de Mines, c'est pareil, vous faites le bout. Le problème, c'est la sélection. Maintenant, le niveau en mathématiques est très déterminant dans les marchés de finances si vous voulez travailler front office. Si vous voulez faire sales, par exemple, voilà, vente, une école de commerce suffit. Vous n'êtes pas obligé de comprendre les modèles ou de faire du calcul stochastique pour aller travailler pour faire du sales. Si vous voulez être au back office et au middle, c'est pareil. Mais pour aller au front office, pour être trader, c'est ce qu'on appelle market maker. Ce n'est pas ce qu'on appelait trader avant. Les choses ont beaucoup bougé. Donc, le niveau en mathématiques est très déterminant, mais n'est pas suffisant parce que les maths, c'est l'algèbre, l'analyse, la topologie, c'est beaucoup d'autres choses, beaucoup de théories qui permettent de stimuler les neurones, mais il faut les appliquer à la vie. Et il y a des écoles d'application pour ça. Ce qui fait que l'ULM, ce n'est pas suffisant. En général, ceux qui sortent de l'ULM, ils vont faire une école d'application comme l'ENSAE, les mines centrales. D'ailleurs, ceux qui sortent de Polytechnique et tout ça, ce qu'ils vont faire, on les appelle des écoles d'application. Pour y rentrer, il faut avoir un très bon niveau en mathématiques parce que tout ce qui se fait là-bas est basé sur les maths. Mais justement, pour les personnes qui n'auraient pas ce niveau en mathématiques, quelles seraient les autres possibilités? Non, pour ces personnes-là, en tout cas pour avoir un métier, ne vous fixez pas sur le niveau en mathématiques que vous avez. Parce que le niveau en mathématiques vous permet peut-être de réussir des concours, de réussir des trucs, de rentrer dans une école. Et ça, ce n'est pas parce que vous êtes très fort en maths que vous allez réussir un concours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettez-vous sur la bonne voie. Cultivez l'excellence, travaillez très dur. Et si vous n'avez pas la possibilité ou la chance d'accéder à une école qui demande un niveau en mathématiques, parce que même si vous êtes très bon en mathématiques, il y a beaucoup d'autres alternatives. Je vois sur les chats certaines qui parlent de magistère, certains qui parlent de... Il y a beaucoup d'autres filières. Tant que vous êtes sur le domaine, à la fin, ça vous donne des chances. Maintenant, malheureusement, en France, c'est très élitisme. Les gars qui sont dans le système, quand ils vont recevoir des CV, ils voient des grandes écoles, la fac, magistère, machin, ils ont un penchant en général pour ceux qui sont dans les grandes écoles. C'est vraiment malheureux, c'est ça. Et après, ça ne vous exclut pas de la course. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui réussissent quand même à rentrer, ils n'ont pas fait ces écoles-là. Ok, d'accord, merci Ousmane. Une question pour Steph qui rejoint un petit peu la précédente, mais qui est encore un peu plus éloignée en termes de compétences et de diplômes. Une personne qui nous demande, qui se présente son parcours, qui a 2 M2 en droit fiscal et droit des marchés de capitaux, et qui demande si une passerelle est possible vers la finance et pertinente. Bien évidemment. Si j'ai bien compris, il a un Master 2 en droit et un Master 2 en finance de marché. Alors, un Master 2 en droit fiscal et un Master 2 en droit des marchés de capitaux. En droit des marchés de capitaux. Malheureusement, je ne sais pas exactement ce qu'est le marché de droit des capitaux et qu'est-ce qu'ils enseignent sur ce Master, mais il faudra forcément une remise. Surtout sur les marchés, surtout sur des postes de marché financier. Comme l'a dit Alex précédemment, il faut bien faire la session entre finance d'entreprise et finance de... Je considère, et c'est peut-être un avis très subjectif, que c'est beaucoup plus facile de comprendre la finance d'entreprise que la finance de marché. La finance de marché, il y a des notions qui sont un peu plus complexes, où je pense qu'un parcours académique est nécessaire pour comprendre certaines notions, alors que la finance d'entreprise reste quand même plus accessible pour tout le monde. Donc, à mon avis, et peut-être qu'il sera peut-être différent de ceux des autres, il faudrait peut-être le compléter par ce qu'on appelle un master spécialisé ou un magistère en finance de marché. D'accord. Ok. Et en parlant justement de concours et études, une question pour Alex. Alors, une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat et qui va intéresser pas mal d'étudiants qui nous écoutent. Donc, quelqu'un qui se présente, qui passe ses concours de prépa cette année et qui demande comment se passe la sélectivité pour les parcours finance en école de commerce. Bonne question. Alex, du coup, si tu es toujours avec nous. Très bonne question. Ouais, je suis toujours avec vous. Il y a 2 réponses. Il va y avoir la réponse diplomatique et la réponse vérité. La réponse diplomatique, c'est les parcours en finance sont généralement les plus prisés en école de commerce, et donc c'est à vous, une fois en école de commerce, de tout faire pour obtenir un GPA, donc une moyenne générale maximale, qui est avec un peu de sérieux, possiblement 4 sur 4 ou 5 sur 5 dans les écoles où c'est noté 5 sur 5. Et la réponse vérité, c'est que quand vous sortez de 2 ans de prépa, tout le monde arrive en école de commerce et est complètement lassé de travailler
jusqu'à l'épuisement, et donc tout le monde se relâche et tout le monde fait la fête. Et donc il vous suffit d'être simplement moyen et vous êtes dans les meilleurs de votre promo. Ok, donc ouais, c'est l'occasion de tirer son épingle du jeu dès l'entrée en école de commerce. Voilà, si vous dévisez... ouais. Ouais, non, vas-y Alex, je voulais juste faire un complément, mais fini d'abord. Si vous prenez votre rythme de travail en prépa et que vous le divisez par 2, vous allez être dans les plus gros travailleurs de votre école de commerce dans la promo post-prépa. Donc, pas d'inquiétude. Vous avez encore un peu fou. Et c'est Alex qui le dit, qui a fâché aussi. Donc, mais juste pour compléter, je pense que le gros du travail en général, ça se passe dans les prépas. Et dans les grandes écoles en général, c'est relax, sauf pour NSAE et mine. NSAE, il y a des gars qui ont échoué là-bas. Déjà, il faut avoir une moyenne de 12 et j'ai vu des polytechniciens qui ont échoué là-bas. Donc, parce que après il faut travailler et ça embête tout le monde. Il est soutenu, mais en général, dans les grandes écoles, quand on termine la prépa, c'est plus relax. Maintenant, par rapport au parcours et aux filières, je pense que ça dépend des écoles. Il y a des écoles, quand vous y rentrez, il y a une maths finance positionnée dès l'instant que vous rentrez à l'intérieur. Et ce qui va vous suivre jusqu'à la fin, faire des choix. Quand je parle de l'expérience de l'ENSAE, par exemple, que je connais très bien, c'est que pour donner, on ne prend pas que des gens qui sont forts en maths. Il y a la possibilité, ceux qui sont en économie, parce que les prépas, il y a des prépas hypocaïens, qui sont bons en économie, qui ne sont pas très forts en maths, on leur donne aussi la possibilité d'accéder à ces écoles. Et il y en a qui ont fait les prépas MP, maths spéciales et tout ça, ils ont aussi la possibilité d'y accéder. Donc le concours, il est en voie économique et en voie maths. Ceux qui sont en voie économique sont testés sur des matières plus économiques, ceux qui sont en voie maths sont testés sur des plus maths, et quand ils sont admis, on croise les choses. Ceux qui sont en voie maths vont mettre l'accent sur les aspects économiques, finances, et ceux qui sont en voie économie vont mettre l'accent sur tout ce qui est maths, finances et tout. De manière à ce que quand ils arrivent en deuxième année, ils ont presque tous les mêmes niveaux. Et à partir maintenant de la troisième année, on ne parle plus de ces options-là, c'est-à-dire finance, actuariat, parce qu'il y a aussi l'assurance qu'il faut oublier, que les gens peuvent choisir, ou l'économie en général. Et donc, les gens vont choisir en fonction de ce qu'ils veulent plus tard. Donc, il n'y a pas de sélection, il n'y a rien, et puis c'est équilibré un peu. Et dans les... Oui. Oui, justement, Ousmane, pour poursuivre sur ce que tu dis. Alors, ce que tu dis, c'est que le travail se fait d'abord en prépa, puis ensuite en école pour justement aligner les niveaux des uns et des autres. Toi, te concernant, tu as un parcours assez impressionnant. Tu as un cursus diplômant en économie et en statistique. Une personne demande dans le chat ce que tu du magistère en économie statistique TSE. Oui, non, c'est aussi valable. Rester dans les matières. Moi, ce que j'ai fait est nécessaire pour avoir le job que j'ai eu. Après, c'est vrai que ça augmente les chances. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille, tout ce qui est dur, allez le prendre. Et tout ce qui vous donne des chances, même si c'est très difficile, ça vous donne un prédestin par rapport à ce que vous voulez faire, faites-le. Mais après, ça ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas magistère en économie, c'est très bon. Ici, quand vous êtes en France, on peut faire la cartographie très rapidement. Dauphine, c'est une fac qui est très réputée il y avait un master de El Karaoui, je ne sais même plus s'il est toujours là-bas, mais c'était très connu dans le monde de la finance. Ce qui fait que même ceux qui faisaient les grandes écoles, ils voulaient faire ce master-là pour le rajouter parce que ça augmentait leurs chances. Beaucoup de traders le connaissaient et l'avaient. Vous faites l'ENSAE mine centrale, vous avez beaucoup de chances, si vous êtes dans la finance, à accéder à ces marchés. Après, il y a aussi les écoles de commerce qui sont créées. Bon, c'est vrai qu'HEC est plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres, DGSEC et tout ça, qui donnent aussi les mêmes chances pour être dans ces trucs de marché. Il y a aussi des universitaires. Il faut le dire par contre, ils sont un très... Voilà, c'est très peu d'universitaires qu'on trouve. Et ça, c'était plus même avant. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais à l'université, il y a des universités qui offrent des parcours qui vous permettent de rentrer dans ces marchés. Quand vous êtes en France, donnez-vous le maximum de chances aujourd'hui, si ce n'est pas trop tard, pour bosser pour les concours. Les places sont très limitées, mais aussi, ce n'est pas que les meilleurs qui vont réussir. Vous tombez sur votre jour, très moyen. Et puis, comme je vous le dis, c'est une règle très simple. On n'est jamais le meilleur. En général, on est le meilleur localement, dans l'espace et le temps. Mais vous allez voir, personne qui peut dire que je suis le meilleur partout et tout le temps.
Alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ousmane, et une question qui s'adresse à tous les trois, est-ce que vous auriez des conseils aux étudiants et aux jeunes qui préparent leurs entretiens pour les premiers stages en finance? La première, c'est de ne pas se mettre trop de pression parce que moi, par exemple, j'ai déjà fait passer pas mal d'entretiens en tant qu'employé, et la première chose qui revient, en tout cas que je perçois, c'est que il y a pas mal de candidats qui sont très bons, mais ils ont tellement peur d'échouer l'entretien qu'ils vont se mêler l'impécio, ils vont pas répondre à des questions alors qu'ils ont la réponse. Et les métiers, en tout cas en finance de marché, ce sont des métiers qui requièrent beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur et une très forte tolérance à la pression. Donc moi, clairement, si je peux conseiller les personnes à ce niveau, c'est de travailler votre sensibilité à la pression, et lorsque vous passez les entretiens, allez-y avec une certaine certitude que vous allez réussir. Et si vous avez travaillé pour les entretiens, il y a aucun il y a rien qui devrait faire que ça se passerait mal. Continuez à travailler, comme l'a dit Ousmane, comme l'a dit Alex, mais ne vous mettez pas de pression inutile. C'est ce qui fait que vous pouvez passer à côté d'opportunités excellentes. Je peux ajouter à ça, sur le comportemental, 2 choses. C'est les vieux conseils rabâche, mais le sourire et le regard, ça fait déjà 50% du travail. Et quand vous avez un entretien en finance, c'est presque inévitable que vous ayez ces 3 premières questions. Présentez-vous, qui êtes-vous? Ça, vous connaissez, qui peut confiner à pourquoi vous. La deuxième question, pourquoi la finance? Enfin, pardon, je vais la refaire. Pourquoi la finance en premier? Pourquoi ce métier-là de la finance? Donc, entre crochets, sales, trade, courante, M&A si on est en corpo. Et troisième question, pourquoi vous? Et si vous avez 3 bonnes, comment dire, faut pas les apprendre par cœur, mais si vous avez un fil rouge qui s'articule autour de ces 3 questions et que vous savez répondre à ces 3 questions de manière correcte, 80% du travail est fait, vous ajoutez le sourire et le regard, vous êtes 100% et c'est fini. C'est une attitude, comme l'a dit Alex, c'est une attitude à avoir. C'est une attitude à avoir, et allez-y sans pression et soyez naturel. Ok, donc vous mettez plus l'accent sur les soft skills finalement, sur la présence, le leadership, la capacité de travail, etc. Pour ma part. Moi, je vais juste y rajouter. C'est-à-dire que là, on parle d'entretien de stage, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc d'embauche. Et qui sera très, très déterminant là-bas, ce sont vos avantages comparatifs. De toute manière, les gens, quand ils prennent les stagiaires, on est toujours dans une perspective de quelqu'un qui va venir, qui apprend le métier. Le plus important, c'est la prédisposition qu'a le mec. Parce qu'à ce stade-là, on peut tolérer encore la timidité, ne pas pouvoir regarder le stress et tout, on peut le tolérer. Mais ce que je vous conseille, que déjà avant même d'avoir un entretien, travaillez sur vos avantages comparatifs tant que vous êtes étudiant. Les langues que vous parlez, par exemple, parlez plusieurs langues, ça vous donne un avantage comparatif. Parce qu'aujourd'hui, on est à un moment où presque tout le monde a tous les diplômes que vous voulez. Sur un CV, vous avez 5 masters, quelqu'un d'autre là. Ça ne se joue plus sur ça. C'est des petites choses, l'expérience que vous avez, les langues que vous parlez et tout ça. Les gens, quand ils voient les CV, ils ont déjà déniché la personne qu'ils veulent en tant que stagiaire sans même l'avoir encore. Maintenant, quand ils vous voient, c'est plus des tests sur votre personnalité qui sont en général des questions pièges. Soyez pas très orgueilleux, ne venez pas avec une posture de « je sais tout faire, je sais tout ». Prenez tout simplement et ça va bien se passer. Et après, l'autre pression, c'est que les places sont limitées et il y a beaucoup de demandes. Quand vous rejette 1-2 fois, ne vous découragez pas. Continuez à envoyer vos CV, votre jour arrivera. Et une fois que la rampe est lancée, je pense que voilà, c'est parti. Et après, on va développer beaucoup de compétences et d'attitudes avec le travail, le fait de parler aux gens, tout ça vient après, avec l'expérience. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous disiez également sur les conseils techniques à avoir pour les entretiens, est-ce que vous en avez d'autres que vous conseillez, mais très spécifiques au contexte qu'on connaît actuellement? Là, en fait, toutes les entreprises, qu'elles soient dans le secteur de la finance ou autres, ont un petit peu ralenti leur recrutement vis-à-vis du Covid. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour pouvoir justement décrocher un stage ou une première expérience en finance
Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui va toujours recruter dans les semaines et les mois à venir? Quelle est votre position par rapport à ça? Je peux me permettre de sauter sur cette question. Plus qu'un conseil, c'est un avertissement. Autour de moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dont les stages ont été annulés, voire les premiers CDD, CDI. Donc le premier avertissement, c'est attendez-vous à ça, que ça arrive. Et ne vous découragez pas si ça arrive, ne le prenez pas personnellement. C'est un contexte économique difficile et la finance est un secteur avec, pour parler de manière pédante, avec du leverage. Ce qui fait que quand l'économie est touchée, la finance souffre et tousse beaucoup plus que tout le reste. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et ensuite, si vous arrivez à décrocher des entretiens, c'est que déjà, je me pose la question de savoir si vous pouvez décrocher un entretien maintenant, là, pour cet été, par exemple. Je suis complètement d'accord avec Alès. Je vais prendre mon cas à moi. Ma banque a gelé les recrutements. On a annulé les stages, on a annulé les alternances. Donc, effectivement, le contexte économique actuel fait que ça rend très compliqué sur les prochains mois les perspectives d'emploi. Mais il faut pas se décourager. Le conseil que je pourrais donner, peut-être, mais c'est clairement subjectif, c'est peut-être s'orienter sur commencer sa carrière à l'international et pas forcément en France. Parce que je sais qu'à la France, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, ça peut être très compliqué pour les banques européennes de recruter aujourd'hui. Donc peut-être pourquoi pas tenter sa chance sur des banques américaines ou des banques asiatiques. Je sais que j'ai un collègue à moi qui a réussi à obtenir un poste à Hong Kong et à Shanghai. Donc j'ai 2 collègues à moi qui ont réussi à obtenir des postes à Hong Kong et à Shanghai. Donc pourquoi pas tenter l'expérience à l'étranger? Ça peut être une très bonne opportunité pour vous. Mais je sais qu'en France, et en Europe, d'un point de vue plus général, ça va être très compliqué les recrutements prochainement, donc il faut s'y attendre, c'est normal, c'est le contexte qui le veut. Rappelez-vous en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, quasiment toutes les personnes ont commencé à s'orienter plutôt vers la finance d'entreprise que la finance de marché. C'est là qu'il y a eu 10 ans d'ascendant de corpo sur la finance de marché. Et lorsqu'il y a des crises financières comme celle que nous connaissons aujourd'hui, on a toujours un revirement de cette situation. Les étudiants voient très clairement que la finance de marché prend un coup et donc ils essaient de s'orienter vers la finance d'entreprise. Donc c'est pourquoi pas, je pense, prochainement voir cette ascendance au niveau des étudiants. Vous allez peut-être voir des entreprises qui vont commencer à vouloir embaucher en corpo. Donc vous, en tant que finance de marché, ne soyez pas découragés de voir que d'autres secteurs recrutent et pas le vôtre. C'est complètement normal par rapport à la situation économique. Accrochez-vous et voilà, ça va le faire. Super, voilà. Merci Steph. Voilà, je vais juste... Là, je suis beaucoup moins inquiet pour le secteur de la finance que le secteur de l'économie en général, comme le commerce. Parce que 2008 est là, c'est pas comparable. 2008, le problème venait du monde de la finance. C'est-à-dire que c'est 2008, c'est les real estate, l'immobilier, c'est la finance, c'est cassé la gueule complètement. Mais là, c'est un autre problème qui a un impact sur l'économie, les achats, les ventes, le commerce et tout ça. Ils seront plus impactés. Maintenant que les banques gèlent parce qu'ils n'ont pas de visibilité, c'est pas clair, c'est normal, c'est des mesures de prudence, mais quand on regarde comme c'est en 2008 que les gens se sont relancés, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand on regarde ce qui va se passer sur, par exemple, un conseil qu'on peut donner sur le comportement à avoir sur les entretiens, moi, personnellement, je pense que ce qu'il faut faire, il ne faut pas être très bavard, répondez juste aux questions qu'on vous demande, le maximum d'informations que vous avez, gardez-les, parce que les gens qui vous interrogent en général ne connaissent pas mieux que vous ce que vous avez fait ou ce que vous avez envie de dire. Donc, ils vont poser des questions, mais dans beaucoup d'entretiens, les problèmes sont créés par celui qui est interrogé même, parce qu'il va expliquer beaucoup de choses qui enchaînent. Donc, soyez très calme, développez vos compétences à la base, ciblez ce que vous voulez faire, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui envoient leur CV sur ce qui bouge, sans être dans le job description. Regardez très bien. Si parfois vous n'avez aucune chance et vous le savez vous-même, ça ne sert à rien d'envoyer votre CV. Et parfois, les gens pensent qu'en envoyant beaucoup de CV sur beaucoup de choses qui bougent, on a plus de chance. Mais ce n'est pas forcément le cas. Si vous êtes très sélectif, vous aurez plus de chance et vous aurez moins de notes, peut-être moins découragé et plus rapidement. Voilà. Super, merci beaucoup Ousmane pour ce complément. Une autre question qui a été posée sur le chat également. Donc là, vous mentionniez que
malgré les conséquences du Covid, le secteur de la finance de marché, bien que impacté aujourd'hui, pourra tout à fait se relever de ces perturbations. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui pourrait venir perturber justement ce secteur au niveau des recrutements et au niveau de l'activité au global. Je voulais avoir votre avis sur justement tout ce qui est machine learning, deep learning, robotisation des fonctions du trader. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment venir désintermédier finalement le secteur de la finance de marché ? Si je peux répondre du coup à la question, comme l'a dit Ousmane, en fait, vas-y, je te laisse répondre. Ousmane, on t'entend pas très bien. Je pense que tu as un décalage au niveau audio. Vous m'entendez ? Mais Steph, est-ce que tu peux répondre dans un premier temps ? Donc du coup, je vais répondre. Donc comme Ousmane l'a dit, en fait, la crise de 2020 et la crise de 2008, elles sont pas pareilles. La crise de 2008 est avant tout une crise financière, alors que la crise de 2020 est avant tout une crise sanitaire. Et ensuite, cette crise sanitaire s'est transformée en crise financière. Et donc c'est pour ça que on ne doit pas interpréter les deux crises de la même façon, parce qu'en 2008, il y a eu une défiance de la part des particuliers par rapport aux institutions financières. Alors qu'en 2020, si vous le remarquez bien, c'est au contraire. Les investisseurs particuliers ont commencé à s'inscrire sur les plateformes telles que DeGiro, Boursorama, etc., pour profiter de cette stabilité sur les marchés financiers. Donc, il n'y a pas de défiance de particuliers sur les marchés financiers. Donc, effectivement, lorsque cette crise va passer, que l'économie va repartir à la hausse, il y a de fortes chances que les banques retrouvent une linéarité et une activité comme ils l'ont eu avant la crise. Ça, c'est fortement possible. Et pour répondre du coup à l'automatisation et le futur sur les marchés financiers, cette question a été abordée déjà auparavant parce que les robots et le machine learning ne datent pas d'hier sur les marchés financiers. Ce qu'on appelle le trading haute fréquence existe déjà depuis quasiment 10 ans. Et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup moins de traders, de market makers et d'opérationnels sur les places financières comme il y avait auparavant, aujourd'hui, il y a toujours quand même beaucoup d'opérationnels et beaucoup de personnes qui travaillent en marché financier. Je pense pas que les robots vont complètement remplacer l'humain, même s'il y a de fortes chances qu'ils prennent une place prépondérante. Il y aura quand même toujours une place pour l'humain. Et si c'est pas forcément en tant que trader, ce sera forcément en tant que celui qui va booker, qui va automatiser tous les process en amont. Si je peux résumer en 20 secondes ce que je pense sur cette question, je dirais qu'il y a un changement quantitatif et qualitatif, changement de la nature du métier des gens sur la finance de marché, en termes qualitatifs et en termes quantitatifs, je pense qu'il faut pas non plus qu'on se fasse des illusions que le nombre de personnes dans le métier décroît de manière drastique. Tout à fait. Voilà, j'ai pas entendu la question parce que ça a bugué, mais je pense l'avoir compris de ce que mes prédécesseurs ont déjà dit. Et moi, c'est devenu très quantitatif déjà les marchés, de la modélisation pure et dure, mais qui va même à des niveaux parfois qui ne sont pas raisonnables. Parce que quand on fait du calcul stochastique, on sait que beaucoup de modèles sont soumis à certaines hypothèses et conditions que la vie aujourd'hui ne suivent pas, et ce qui parfois amène des imperfections sur les problèmes qui existent déjà. Maintenant, pour l'automatisation, c'est un problème. Mais quand vous connaissez bien le métier, il y a ce qu'on appelle l'analyse technique. Et l'analyse technique, ce sont ces robots qui permettent de les mettre en œuvre. C'est en gros de chercher des résistants et planchers. Là, il faut couper les stops et les achats. Et comme ça allait très très vite, une machine intervient beaucoup plus vite qu'un clic d'une personne. Les machines sont paramétrées, ils le font très bien, ils peuvent taper des stops et c'est parfois c'est la raison pour laquelle les marchés presque passent à des aberrations, des contradictions qui ne sont pas comprises. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les machines ne remplaceront jamais le génie humain. Parce que, en gros, le trading il est très quantitatif, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous suivez les banques centrales, si vous savez interpréter les chiffres économiques, les statistiques économiques, que ce soit sur l'inflation, l'intérêt, la croissance économique, la masse monétaire en circulation,
sont suivis par les banques centrales, vous pouvez anticiper, prendre des positions sur le long terme et les machines auront tort. Mais sur une fréquence journalière aujourd'hui, la probabilité pour que les marchés passent par un point plusieurs fois, au moins une fois, plusieurs fois, je veux dire, est presque égale à 1. Quand vous regardez les courbes des marchés, c'est presque sinusoïdal, c'est des zigzags partout où on ne comprend plus rien. Donc aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent sans rien comprendre au marché, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. C'est le cas des Warren Buffett, des George Soros et tout ça. Quand le marché baissait en 2008, ils avaient peur. Dès que tu l'achètes, ça baisse. Et eux, quand ça baissait, ils disaient aux gars, c'est le moment d'acheter. Et tous ceux qui ont acheté entre-temps se sont fait stopper parce qu'ils ont perdu leur dépôt. Ils ont perdu tout l'argent. Et tous ces gens-là, quelques mois après, ils ont doublé, voire triplé leurs capitaux. Et l'exemple là, aujourd'hui, si vous suivez les marchés, depuis que le Covid a commencé, je pense, de décembre à maintenant, les marchés, le Nasdaq a perdu presque 2000, 3000 points. On était à 9700 un peu vers décembre et il est descendu jusqu'à 6600. 3000 points, ils ont perdu. Là, en même pas 2 semaines, 3 semaines, ça a presque, en 3 semaines, ça a repris presque 2000 points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 700 points de plus haut avant la crise. Tous les marchés, le DAX, le marché allemand, quand vous le voyez aussi, il est à 3000 presque de son. Et il avait touché presque le plus bas. Donc, c'est juste pour vous dire que, et ça, c'était l'effet des machines. Quand le marché perd 12-15% jusqu'à ce qu'on soit obligé de les arrêter, c'est qu'il n'y a pas un humain derrière. C'est une machine qui tape des stops, qui part. Alors justement, à ce sujet, parce que là, la transition est parfaite, et je suis un peu désolée de vous poser cette question conceptuelle, entre guillemets, mais qu'est-ce que vous pensez de la régulation des marchés financiers dans ce cas? Et là, je pose la question à tous les trois. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je peux enchaîner comme ça. Je passe d'abord. Je pense que la régulation, elle est bonne, elle est bien régulée, réglementée. D'ailleurs, c'est pour ça que en 2008, la France a eu moins de problèmes que les États-Unis. Ici, c'est très réglementé. Il y a le gendarme des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers qui est l'AMF, qui suit, où il y a des règles, il y a ce qu'il y a à faire, il y a tout ça pour le délit d'initié et tout. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent les marchés ou ceux qui travaillent pour une entreprise pour avoir des informations en avant. Et un exemple très simple. Si vous vous positionnez sur l'action de Total, vous l'avez acheté. Le directeur financier de Total sait que son trimestre va sortir les résultats, que ce n'est pas bon. Dès qu'il l'annonce, ça va partir à la baisse. Lui peut vous dire, vendez tout de suite, nos actions, ça va mal se passer. Et vous vendez, dès qu'il l'annonce, ça part, vous l'avez acheté plus bas. Donc ça existe dans beaucoup de trucs, les décisions politiques et tout ça. Donc il faut réglementer, c'est très clair. Contrairement aux États-Unis, ils réglementent, c'était moins réglementé, ce qui fait qu'ils avaient subi beaucoup plus l'impact de 2008 qu'autre chose. Mais maintenant, ce que je pense qu'il ne faut pas faire, et l'erreur que les États ont fait en 2008, c'est revenir pour secourir les banques. Parce que l'argent qui se perd dans la finance n'est pas perdu, il ne s'envole pas, il change de main. Ce que vous perdez, c'est quelqu'un d'autre qui l'a gagné. Et les banques en 2008, l'erreur qu'ils ont faite, ils ont fait de plans de rescousse buy-out, comme ils l'appellent, ils ont injecté beaucoup d'argent en s'endettant. Et ce que les marchés, les traders ont fait, quand les États s'endettaient pour financer le marché, eux, ils vendaient la dette de ces pays jusqu'à mettre des pays comme la Grèce ou le Portugal, l'Italie, presque en faillite. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser le marché réguler tout seul. Mais par contre, il faut réglementer pour définir un cadre légal qui permet de fonctionner en bonne sécurité. Mais du coup, pour revenir à ce qu'a dit Ousmane, moi, j'ai un avis peut-être un peu différent là-dessus. Je trouve que on aurait dû laisser le marché se réguler tout seul au mois de mars et au mois de février. Je trouve que il y a eu beaucoup trop d'interventions de la part des banques centrales, que ce soit la Fed, la BCE ou de la part des gouvernements. La France a annoncé 300 milliards d'euros de garantie de prêts. La BCE a annoncé quasiment 1 milliard en QE. Aux États-Unis, il y a eu quasiment 2000 milliards pour relancer l'économie américaine. Je trouve que ils ont mis toutes ces annonces. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien vu que les marchés financiers étaient en train de dérailler complètement, et donc il fallait quand même soutenir les titres. Et je trouve quand même qu'on l'a un peu trop soutenu. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une relance,
Comme tu l'as très bien expliqué, il y a eu une relance il y a 3 semaines où beaucoup d'actifs ont quasiment récupéré la perte qu'ils ont eue par rapport à la crise du mois de février et du mois de mars. Peut-être qu'on fait face à une relance en W. Peut-être que là, on est en train de repartir à la hausse, mais on va peut-être reconnaître une chute prochainement parce que on a été un peu trop interventionniste sur les marchés financiers. Et pour moi, ça, c'est ma crainte. Ce serait excellent qu'on ait une relance en V, mais la possibilité qu'il y ait une relance en W est également possible. Oui, non, mais en fait, ce qui est différent de 2008, c'est que les interventions des États étaient pour les banques. Alors que là, les interventions actuelles, c'est pour l'économie. La France, quand il met 300 milliards de garantie, c'est pas pour les banques, c'est pour les entreprises qui ont des problèmes de finances, payer le chômage, payer beaucoup de choses, les ventes et les achats. Ça, c'est très bien, il faut le faire, ça soutient l'économie, pas la finance. Aux États-Unis aussi, les relances qu'ils font, c'est ça. Alors qu'en 2008, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'ils mettaient de l'argent pour la recapitalisation des... Tout à fait, c'est vrai. Les banques avaient perdu leurs actions, ils étaient presque à la faillite. Lehman Brothers, c'est comme ça qu'on l'a perdu. Et quand les banques, la France, je me souviens, quand il s'est endetté pour financer la banque, parce que la Société Générale, et leur truc, c'est que, OK, si on part à la faillite, tout le monde va perdre son emploi, ça va créer des problèmes. Les gouvernements ont eu peur et ils ont presque recapitaliser les banques, parce qu'il y a beaucoup de banques qui pouvaient être nationalisées à l'époque. Tout à fait. Donc, c'est ça. Alors, je suis désolée de vous interrompre, parce que là, en fait, c'est hyper intéressant ce que vous dites, mais j'ai l'impression que c'est limite une conférence qui pourrait être hyper pertinente pour le cercle, alors que c'est pas trop notre voilà, mais je conçois. Non, mais ça, je vous coupe pas. Je vous conseillerais tous ensemble, que vous soyez des professionnels ou pas, ça fait partie des life skills. Parce qu'aujourd'hui, même être trader, je vous le dis, si vous avez l'expérience, ça ne sert à rien de travailler pour une banque. Partez faire autre chose, vous avez votre portable, vous pouvez être à la pêche et tout, acheter et vendre. Quand vous comprenez les marchés, vous pouvez gagner de vivre sans aller travailler. Mais comprenez les fondements de l'économie. C'est que les gens, aujourd'hui, le cash, c'est la culture générale. Oui, mais tout à fait. Mais justement, tu disais, Ousmane, partez faire autre chose. C'est le cas de Alex, justement, qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai une question, peut-être pour revenir un peu plus sur la thématique qu'on aborde aujourd'hui, en termes de trajectoire de carrière. Donc là, je m'adresse d'abord à Alex et puis ensuite à vous deux, Steph et Ousmane. Mais d'abord, Alex, après ton expérience chez Invest, dans quoi tu aimerais te projeter au niveau de ta carrière, qu'elle soit en finance de marché ou même autre, pour voir un peu les possibilités qui s'offrent aux étudiants qui se lancent dans ce type de carrière. L'Élysée. Alors, deux types de réponses. Deux types de réponses encore. Il y a la réponse personnelle et quasi onirique dont la substance vient d'être donnée. C'est réussir bien avec Invest, et si Invest marche très bien, je pourrais avoir un peu d'argent pour acheter l'OM. Et sinon, ça c'est sur la probabilité, ça donne 5% et 95%. Si Invest marche moyennement et que j'ai un peu d'argent à la fin, personnellement je poursuivrai dans cette voie entrepreneuriale. D'accord. Potentiellement, enfin très sûrement avec un axe finance encore, sur des produits de finance. Et si Invest se crache et que j'ai plus d'argent, je vais retourner sur le marché de la finance, plus classique, on connaît, finance de marché. D'accord, donc des passerelles dans les deux sens qui sont finalement possibles. On peut très bien partir de la finance, puis s'orienter vers de l'entrepreneuriat en finance ou autre, et puis revenir dans le domaine de la finance de marché. Les portes ne sont pas fermées. Les portes ne sont jamais fermées. C'est une question assez difficile. Je réfléchis en vous parlant. Quand vous êtes jeune, c'est quand même difficile, et je conseillerais plutôt de faire plusieurs années en finance avant de dévoyer, pour se construire un CV et une solidité, plutôt que de faire comme moi et se lancer très vite, qui a un risque énorme et que je conseille pas nécessairement. Alors, en revanche, quand vous avez déjà 10 ans de carrière derrière vous, et là on parle pour un horizon, pour ceux qui nous écoutent, dans 15 ans ou 20 ans, là à ce moment-là, évidemment, vous pouvez louvoyer même toute votre carrière, faire 5 ans d'entrepreneuriat, 5 ans de finance, 5 ans d'entrepreneuriat, 5 ans de finance, et on en voit beaucoup comme ça. Oui, en fait, moi Alex, pardon de te couper, moi je pense que... Je t'en prie, Ousmane.
Oui, ce que tu as fait, c'est très bien. Et je pense que ce qu'il faut conseiller à tout le monde. Moi, c'est ce que j'avais fait avant, je me suis cassé, pas regretté, je suis reparti sur un autre truc. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent ou dans le monde actuel pour faire ça. C'est la compétence, avoir de bonnes idées. Comme je dis aux gars, le plus aujourd'hui rare, c'est les bonnes idées. Si vous avez les bonnes idées tout de suite, vous levez d'argent que vous allez voir des personnes qui sont capables de venir avec vous dans l'aventure. Et il faut comprendre une chose, le monde de salariés révolue dans quelques temps. Moi, je me projette dans 20, 10 ans, il n'y aura plus de salariés. Ce terme de contrat CDI, sécurité, où vous travaillez avec un salaire, ça ne sert à rien. Il y a certaines life skills aujourd'hui, si vous l'avez, vous n'avez pas besoin. Et donc là, je pense que c'est très bien ce que tu as fait. Il faut continuer à cultiver les compétences. Il y a deux choses. Ça se casse la gueule, c'est une très bonne expérience. Tu te retournes, tu trouveras autre chose. Ou ça part, très bien. J'ai une question, j'ai une dernière question pour toi, Ousmane. Je sais pas si tu nous entends. Oui, oui, Tu nous avais, je vous entends. tu nous avais dit que tu avais monté un hedge fund et que tu t'étais cassé la gueule. Qu'est-ce que tu en as retenu finalement de cette expérience? Voilà, mais moi c'était ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu 3 amis, on a discuté, on a eu l'idée, et puis comme je travaille dans les marchés, je gagnais beaucoup d'argent. Et je me disais que finalement, être trader pour une banque, si tu as accès au marché à la même liquidité, mais tu peux le faire à ton propre compte, tu gagnes plus d'argent que quand tu es trader. Ok, l'idée était bonne, donc on a fait nos locaux, tout fait, on a mis les capitaux, on a ouvert les licences. Et il y a des gars qui nous ont rejoints, des gars qui étaient à des hauts niveaux, de haut rang dans les gouvernements et des industriels. Et on l'a commencé, ça marchait très bien. Après, je pense il fallait avoir plus de capitaux que ce qu'on avait. Nous, on avait déjà beaucoup d'argent. On pensait que c'était déjà suffisant, mais ce n'était pas suffisant par rapport aux pochons qu'on prenait. Et puis, c'était le coup du destin. Parce que 2008 nous a trouvés en pleine position dans la marche à la crise financière. Aujourd'hui, quand la crise financière arrive, moi je me souviens, c'était en juillet 2008, j'étais en position, je me suis levé vers minuit, 1h, quand le marché japonais démarrait. Et j'ai vu, c'était, je pense, Citibank New York qui avait annoncé les premiers problèmes de subprime et le marché a perdu presque 12%. Et quand je me suis levé pour regarder, je me disais, mais c'est moi qui vais bien ou qu'est-ce qui se passe? Stop down. Donc je vais voir les nouvelles. C'était la première nouvelle qui sortait. C'était même pas encore la série de cascades qui suivait. Et quand je regarde, c'est subprime, Crédit Suisse, risque de défaut, les gens n'ont pas payé, et Crédit Suisse même avait perdu beaucoup de trucs. Donc là, on est stoppé, on perd tout. Bon, après, on était trop exposés. Si on avait les fonds de Warren Buffett ou de George, c'est clair qu'on serait encore toujours là. Et après, quand on discute et on voit la tendance que ça prenait, ça partait, bon, on s'est dit, OK, ça ne sert à rien d'insister, on va arrêter. Verra, chacun pourra le faire, moi je peux le faire à mon compte. Et puis surtout moi qui étais devant, à la fin je me suis dit, OK, j'arrête ça, je ne retourne pas dans la finance, je vais faire autre chose, le truc comme les Nations Unies qui permet de développer mon réseau international, qui m'a permis aussi d'appliquer ce qu'on fait dans la finance au monde, au vrai, le vrai monde, si je peux appeler comme ça. Donc moi, de mon expérience, ce que j'ai retenu, c'est que déjà, tu as une expérience de manager qui te permet de créer ton nom du début à la fin, de faire l'administration, d'être au front et tout ça. Ça compte sur un CV. Et puis après, ça te sert plus tard partout où tu iras. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et excuse-moi, juste pour répondre à ce que tu dis et pour compléter. Donc nous trois, nous avons donc lancé nos projets parce que moi aussi, en parallèle, j'ai lancé le cercle conseil, donc où on donne des formations aux particuliers pour qu'ils puissent comprendre les marchés financiers, pour qu'ils puissent comprendre les mécaniques et pour qu'ils puissent investir sur du moyen long terme sur des actions. Et donc effectivement, lorsqu'on se lance sur un projet tel que le CERC ou tel que Minvest ou tel que un hedge fund, on apprend énormément.
Et même si ça peut réussir ou ça peut échouer, on sait que ce qu'on a appris durant cette expérience sera complètement enrichissante. Et pour moi, c'est une opportunité et c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et je pense que Alex ne regrette pas et je pense également que Ousmane ne regrettera pas. Non, il faut pas regretter. Et puis l'autre chose que je vous dis, vous attendez pas la retraite pour monter ces trucs. C'est là, quand on est jeune, vous vous cassez la gueule, vous allez vous relancer tout de suite. Il y a pas de bien sûr. Et vous allez pas. Et en plus, là, on est dans les temps où il faut aller dans ces entreprises individuelles et avec des idées pertinentes. Vous avez vu Facebook, Google, machin, Amazon, tous ces trucs-là, ça part d'une idée. Et ça voilà. Donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Ça, c'est beaucoup mieux, de toute façon, quoi qu'il arrive, d'être un salarié et toucher zéro à l'infini et être à la disposition, ton temps. Tout. Non. Ça, je pense que c'est bien. C'est le courage, le talent et les compétences pour y aller. Tout à fait. Mais maintenant, les bonnes idées, c'est parce que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans ça. Et quand vous parlez, ils ne sont pas sur des idées innovantes, ils sont sur ce que tout le monde fait. Ça ne sert à rien. Aller sur des vraies idées et sur ça, mais je vous assure que pour lever des fonds pour partir, ce n'est pas un problème. Ouais, donc justement, tous les trois, de par vos expériences et votre discours, en fait, vous préconisez d'une part aux étudiants qui veulent se lancer en finance de marché, travailler au maximum leur profil pour diversifier leur expérience, mais également de ne pas avoir peur de prendre de risques et tenter l'aventure de l'entrepreneuriat à côté, quitte à ce que ce soit un échec, mais au moins une expérience enrichissante en termes d'apprentissage. Voilà. C'est ça. Mais il faut déjà connaître le monde du travail, développer des compétences, développer tout. Ce n'est pas sortir de l'école et aller monter sa boîte, sauf sur les trucs de nouvelles technologies, développement informatique, machin, tout ça. Et même là aussi, il faut s'assurer d'un portefeuille de clients qui vous permet de vendre pour résister. Pas toutes les compétences comme finance de marché et tout. Je pense que c'est très bien d'être dans une salle de marché, de comprendre comment ça marche. Et puis après, c'est vrai que ce n'est pas tous les métiers qui vous permettent d'aller faire votre truc. Pas parce que si vous êtes au middle ou au back office, vous allez vous lancer pour monter votre entreprise, c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous êtes au front, là, déjà, vous avez accès au marché, c'est très libéral et démocratisé. C'est des compétences et vous pouvez faire concurrence à toutes ces banques qui sont là. Faire aussi comme ce que les gars font là, des formations aux particuliers, c'est très bien. Sur ça aussi, le discours, il faut le faire comprendre aux particuliers. Aujourd'hui, 70% des particuliers qui sont dans le marché, ils perdent leur argent. C'est ça. Mais oui. au moins, ils peuvent comprendre que c'est mieux d'intervenir directement que de donner des ordres à ta banque du quartier qui intervient et qui prend une marge sur toi. Donc déjà, ça, c'est très bien. Après, l'autre chose, il faut des capitaux très consistants pour rentrer dans ces marchés-là et gagner de l'argent. Ça, si vous l'avez, vous pouvez vous assurer que tous les jours, vous pouvez gagner de l'argent. Vous ne perdez jamais. Et si vous avez des petits sous et que vous ne savez pas gérer risque et tout dans ces marchés, je pense que ce n'est pas trop indiqué pour les particuliers. Mais c'est bien de les comprendre. Moi, j'aime bien votre idée de formation. Ce n'est pas les forces de connaître pour aller prendre des positions. Mais au moins, ça permet de prendre des choix d'investissement dans votre vie qui peuvent être déterminants. Et qu'en 2020, aujourd'hui, tout le monde doit comprendre la finance, comment ça marche, parce que c'est ce qui drive le monde. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a assez de matière pour qu'on fasse plusieurs lives justement dédiés à tous les éléments que vous soulevez. Là, je vois qu'il est déjà 21h03, donc on va clôturer. On avait une question pour toi, Alex, mais on a vu en parallèle que tu avais répondu dans le chat par rapport aux apports que le MIT avait pu t'apporter en fait dans ton cursus, notamment sur la majeure finance. Mais je crois que tu as déjà répondu dans le chat, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose. Rien à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Je vais peut-être le reformuler pour ceux qui ont vu ni la question ni la réponse. Je fais partie de ceux qui sont absolument pas moins-disants sur le système éducatif français, notamment en finance. Et on ne trouvera rien à l'étranger qu'on ne puisse apprendre en France dans les écoles françaises. Et donc notamment au MIT, il n'y aura pas de substance académique supérieure à ce que vous aurez en France. En revanche, vous aurez la mentalité américaine, le réseau américain et la marque de la grande école américaine sur le CV. Oui, donc ça peut être un coup de boost par rapport à ta future stratégie si tu souhaites te développer en particulier sur le marché américain.
Exactement, très recommandé, évidemment, si vous voulez travailler aux States, très dur de faire une école française, si elle n'est pas dans les top 2-3 ingé commerce pour commencer à travailler aux États-Unis. Voilà, je vais juste rajouter pour confirmer ce que vous disiez, c'est très très bien dit. En France, vous comprenez une chose, si vous connaissez, vous avez eu la chance de faire le monde un peu partout, on a presque l'un des meilleurs systèmes éducatifs. Mais malheureusement, comme on dit, la France forme bien ses ingénieurs ou ses ne sait pas les utiliser. Donc, vous allez à la cité à Londres, il y a beaucoup de Français qui sont là-bas. Vous allez à Singapour, à New York, dans toutes les grandes places financières, vous allez voir de Français qui ont fait ces grandes écoles et qui sont partis. Donc ici, vous aurez tout. Maintenant, je pense que les Américains, les anglophones en général, ils comprennent, ils connaissent très bien le système français parce qu'ils ont eux-mêmes beaucoup d'employés qui sont issus de ces systèmes. Et dans tous les domaines, pas que de la finance. Regardez les transports, par exemple, tout ce qui est métro, RER et tout ça, c'est très développé ici. Et les ingénieurs, ils les prennent, que ça soit juste en Chine. Donc ça, c'est vrai. Mais après, c'est bien d'avoir des doubles cursus. Déjà, je pense, Alex, ce qui est bien, j'imagine que voilà, l'anglais, tu dois bien le parler, presque bilingue. Ça, déjà, c'est un avantage comparatif. C'est très bien et je pense que ça va porter, ou en tout cas, ça va donner un avantage, en tout cas, qui permet de faire la différence en termes de compétition. Si je peux abonder dans ton sens, Ousmane, je confirme tout ce que tu as dit et je rajouterais même que la réputation des écoles françaises à l'étranger est merveilleuse. Et maintes fois, on m'a dit ah ouais, t'as fait des maths en France, ah ouais, donc t'es solide. Voilà, voilà le cliché qui a une part de vérité. Et... Je vous donne une anecdote par rapport à ça. Une anecdote courte, s'il te plaît, Ousmane, parce qu'on va bientôt clôturer le live. D'accord, ok. Par rapport à ce qu'Alex disait, aux États-Unis, il y a eu le problème qu'il a eu dans la crise financière. Il y a eu un jeune Français qui était diplômé de centre, très jeune, qui est parti là-bas avec des modèles très compliqués et il avait créé un produit qui s'appelait Abac, qu'il vendait. Mais ça s'est très mal passé, à l'époque de Madoff et tout. Et le truc avait fini, mais juste presque Sénat américain et tout, pour que le jeune vienne expliquer. Mais quand on t'explique le parcours de ce jeune-là, voilà, c'est à l'image de l'école. C'est un jeune très bon à qui on a fait confiance, il est jeune, et il est parti sur certaines dérives. Voilà, Adia. Merci pour les quelques mots. Merci pour l'aspect très synthétique, Ousmane. J'apprécie énormément. Alors, on va clôturer le live, donc, parce que là, on a déjà dépassé le timing. Si vous avez un mot de la fin, c'est le moment. Et sinon, on enchaîne sur la conclusion. Mike a 5 baby mama. J'ai pas trop de mots, mais ce que je veux dire, c'est merci les Japonais. Et n'hésitez pas, je fais ma petite promo sur le cercle conseil, où du coup, comme j'ai dit précédemment, on donne des conseils sur comment comprendre les marchés financiers, comment comprendre toutes les thématiques, et on répond à toutes vos questions à ce sujet. Merci à vous. Voilà. Merci, Steph. Moi, merci beaucoup. Pour ma part, merci, vas-y. Merci à vous tous. Voilà, merci à vous tous. C'était une très belle expérience. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et beaucoup apprécié aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui défilent qui étaient pour moi, mais malheureusement, je ne suis pas dans les réseaux sociaux et puis je ne suis pas que je suis là. Mais voilà, après, il y a aussi beaucoup de suggestions. Merci pour les mots gentils que je vois ici et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Ousmane. Bon, on te réinvitera parce que ils avaient l'air d'être hyper intéressés par à la fois ton parcours, à la fois ton expérience et ce que tu avais à dire sur le monde de la finance. Donc, si tu es partant, on trouvera bien une session pour te réinviter prochainement. Voilà, non, pas de souci, ce sera avec plaisir. Merci, Ousmane. J'en profite juste pour annoncer aussi, là, on a énormément de viewers, donc merci beaucoup d'être là ce soir. N'oubliez pas de nous follow sur Twitter, sur Twitch, pour ne rien rater de notre actualité. Savoir aussi quelles sont les prochaines thématiques qu'on abordera pour les lives et prochainement les podcasts et les articles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, si vous avez des axes d'amélioration également pour l'équipe. N'hésitez pas, on prend tout le feedback. Dites-nous tout. Et d'ailleurs, sur Twitter, on va faire passer un gros sondage pour savoir un peu qui vous êtes, connaître notre audience, savoir si, justement, comme l'a dit Adjar, il y a des thématiques que vous voulez aborder,
Envoyez-nous tout. Et on traitera ça, on prend en note vos feedbacks, on prend tout en note. N'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages en DM sur How to Be Edu ou même dans nos DM privés, il n'y a pas de souci. À ce sujet-là, si vous avez des suggestions, des idées, des choses à modifier, on est vraiment à l'écoute. Yes. Ouais, surtout dans les DM de Mike. Oh, quand même. Non, mais nous sommes vraiment à l'écoute. Merci vraiment pour tous vos retours. Vos petits messages aussi, on les a tous vus passer. J'ai essayé de répondre à certains. N'hésitez pas à nous proposer de nouveaux thèmes aussi. J'ai vu remonter pas mal de conseils. Merci à vous. Merci à Alex, Royal Biceps, Ousmane. Vraiment très, très quali. Je pense que j'ai un PhD en finance maintenant. Merci à vous. Voilà, c'est réciproque. Merci beaucoup, hein, les gars. Et puis, Pour l'invitation, les mecs et les filles. Merci à vous. Voilà. Merci, bonne chance. Merci à vous tous. On va clôturer. Merci à pour la Bonne modération. soirée à tous. Gros bisous. Merci à Jar pour le taf extraordinaire que tu as fait ce soir. Ouais, merci pour la. Vraiment, merci à Jar. Non, mais c'est cool. Vous avez tous des Applaudissez-la. choses hyper intéressantes à dire. Donc, qu'en fait, c'est vous qui avez travaillé plus que moi. Vous renvoyez la balle et tout. C'était fluide, c'était parfait. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain à la même heure, les amis. Toujours avec des invités de qualité. On vous réserve encore plein d'invités de très grande envergure. Donc, à samedi prochain. Prenez soin de vous et restez chez vous. Restez chez vous. Non, c'est vrai, restez chez vous, restez confinés. N'allez pas courir à 19h pour applaudir à 20h. N'allez pas casser des bords. Les bords n'est pas un motif. Merci à tous. On va clôturer. Allez, bonne soirée. Bonne soirée les à amis. tous. Bonne soirée. À samedi prochain. Bonne soirée. Allez.